Bien, la dernière fois, je vous ai montré les conséquences, donc, pour une molécule, le benzène, parce que c'est vraiment une molécule emblématique, hein, puisque c'est elle qui subit le plus de transformations dans sa représentation conventionnelle. Par exemple, pour la molécule d'eau, voilà comment elle s'écrit. Au XIXe siècle, elle s'écrit comme ça. Bon. Et quand vous faites de la physique quantique, elle s'écrit comme ça. Vous voyez la différence? On a juste bien mis en évidence qu'il y a ici des électrons. Et encore, je ne devrais pas faire ça, hein, parce que ça c'est trop précis. Je devrais mettre du flou. C'est-à-dire mettre des ballons de rugby, comme on l'a vu avec le benzène. Il y a des ballons de rugby au lieu des bâtons. Donc voilà à quoi ressemblerait la molécule d'eau. Ce n'est pas une grande révolution. Alors que pour le benzène, il y a vraiment eu une grande révolution. D'un point de vue maintenant plus philosophique, la physique quantique, évidemment, nous a introduit l'idée que la matière n'existait pas. Qui était la réalité, ce qu'on observe quand on observe de la matière en physique quantique, c'est des spectres de fréquences. Alors ça, on sait que ça marche très bien. Par exemple, si vous voulez savoir, quand vous levez les yeux au ciel, vous voyez qu'il y a des étoiles. Si vous voulez connaître la composition chimique de ces étoiles, ben vous n'y allez pas faire des analyses. Vous recueillez de la lumière qui a un spectre de fréquence, et ce spectre de fréquence est caractéristique de la matière qui se trouve là-bas. Vous n'avez pas besoin d'y aller, la lumière y est allée pour vous. Enfin, elle est venue de là-bas, et si vous connaissez le spectre de fréquence, vous connaissez la matière avec laquelle vous travaillez. Alors en chimie, c'est pour ça qu'on a cette activité qu'on appelle la spectroscopie, c'est-à-dire qu'avant on faisait beaucoup d'analyses chimiques pour savoir si on avait bien la bonne molécule. Aujourd'hui, l'analyse chimique on la fait toujours, bien sûr, mais on fait surtout de la spectroscopie, parce que si on a des spectres de fréquence, on sait exactement à qui on a affaire, quelle est la molécule qu'on a dans le péché. Alors, le fait que la matière n'existe pas, et c'est ça qui est regrettable, c'est que c'est une conséquence du quantum d'action, mais ce n'est pas enseigné comme ça. On continue à enseigner, à faire comme si des atomes existaient, alors qu'en fait, ce sont des ondes de probabilité, ce sont, comme disait Heisenberg, des idées. La réalité, c'est des fréquences et des vibrations. Alors là, je vais vous introduire, on va faire un résumé de cette première quantification. Elle est importante parce qu'elle permet de dématérialiser un peu la masse. Les masses vont être maintenant des vibrations au lieu d'être simplement des corpuscules. Donc on va associer un comportement ondulatoire. Et lorsqu'on essaye de faire un bilan de tout ce qu'on a vu, on arrive, disons, sur 5 principes qu'on peut résumer. Les 5, alors ça c'est mon côté un peu espiègle. C'est que j'ai cherché des noms qui commençaient tous par la même lettre. Donc, I, la lettre I. Donc on a par exemple l'intemporabilité. La mécanique quantique est intemporelle. On n'a pas de temps dans la mécanique quantique. Ou si vous préférez, il est vrai que dans l'équation de Schrödinger, on voit apparaître une variable temps, mais c'est un temps qui est très particulier. Parce que la physique de première quantification impose qu'à chaque chose qu'on mesure, il y ait une matrice, ou, de façon plus générale, un opérateur différentiel. Or, quand vous écrivez le temps dans l'équation de Schrödinger, ce temps n'a aucun opérateur, il n'a aucune matrice qui est associée à ce paramètre. Donc c'est juste une étiquette qu'on utilise. Ce n'est pas le temps qu'on aurait si on faisait une mesure. Donc c'est pour ça que l'équation de Schrödinger, elle est assez bancale, parce qu'elle fait intervenir un temps qui n'est pas le temps de la physique, qui est un temps d'étiquette, qui permet d'étiqueter les sauts quantiques. Tout va par saut. Et puis on dit ça c'est le saut numéro 1, ça c'est le saut numéro 2, ça c'est le saut numéro 3. Et quand on aligne les sauts, ben oui, on peut définir un temps. C'est un ordre, mais ce n'est pas le temps physique, c'est juste une succession d'étiquettes. Voilà, donc ça c'est le premier principe, intemporalité. En fait c'est rassurant, c'est-à-dire que vous êtes éternel. Vous existez depuis tout le temps et vous ne mourrez jamais, du moins ce qui est de plus fondamental en vous. Le deuxième principe, donc, c'est le principe d'indiscernabilité. Ça, c'est très important,
c'est qu'en physique classique, on a l'habitude de mettre des étiquettes. C'est-à-dire, on dit, par exemple, voilà, j'ai 2 boules de pétanque, alors qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prendre un pot de peinture, elles sont toutes identiques, hein, et je vais y mettre de la peinture pour différencier mes boules. Eh bien, il n'y a pas de peinture en physique quantique, les objets sont tous identiques. Et ça va poser un problème. Comment les objets peuvent être tous identiques rigoureusement en tout point? Parce qu'on sait bien dans la nature qu'il n'existe pas 2 objets rigoureusement identiques. Il y a toujours des toutes petites différences. Non. En physique quantique, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une indiscernabilité totale. C'est-à-dire, si j'ai un électron à droite, et si j'ai un électron à gauche, je n'ai aucun moyen de dire celui-là est à gauche, celui-là est à droite, parce que tout bouge, et que celui de droite se retrouve à gauche, et celui de gauche se retrouve à droite. Donc, comme tout est en mouvement, on ne peut plus mettre d'étiquette. Et on a donc de l'indiscernabilité. Un troisième principe, c'est le principe d'intrication. Alors celui-là, il a fait couler énormément d'encre, parce qu'il semble en contradiction avec le postulat de la relativité. Ce principe de non-localité ou de non-séparabilité dit que 2 objets quantiques qui ont été à un moment donné dans la succession d'événements temporels qui ont été en contact, resteront toujours en contact. Il va y avoir donc ce qu'on appelle un lien, et ce lien, il est au-delà de l'espace, il est au-delà du temps physique, c'est-à-dire qu'il est indépendant des horloges et des distances. Alors ça, c'est effectivement quelque chose de très fort, parce qu'on retrouve ça dans le chamanisme, par exemple, que tout est connecté à tout. Ben là, oui, la physique quantique est une physique comme ça, où a priori, tout est connecté à tout. Alors après, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on appelle de la décohérence, mais ça, c'est pour un autre chapitre, on ne va pas en parler à ce niveau-là. Mais tant qu'on est avec 2 objets quantiques, on ne peut jamais les séparer. Ils forment un tout unique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 objets qui en fait se comportent comme un seul. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique de la physique quantique, parce qu'en physique classique, on peut toujours, si j'ai 2 objets, je peux toujours dire, ben, il y a l'objet de droite et il y a l'objet de gauche. Dans la physique quantique, ils se transforment l'un dans l'autre. Quatrième principe, c'est le principe donc d'incertitude ou d'indétermination. C'est plus correct, indétermination qu'incertitude. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais sûr de là où vous êtes. Alors c'est très commode parce que ça veut dire qu'on ne peut pas vous mettre en prison. Si on essaye de vous emprisonner, eh bien, automatiquement, vous vous retrouvez dehors. Et la loi de la physique quantique vous permet de faire ça. On l'a très bien vu avec l'atome. Hein. Si on cherche à mettre l'électron sur le noyau, qui est positif, non, il s'en va. Il ne veut pas aller sur le noyau parce que c'est une prison et qu'il n'y a pas de prison en physique quantique. Dernier principe, donc, c'est le principe d'indivisibilité. Alors ça, c'est aussi un truc qu'on vérifie tout le temps en physique quantique. C'est qu'en physique classique, il y a ce qu'on appelle des barrières de potentiel. Et ça, vous le savez tous, si vous voulez aller d'une vallée à une autre vallée dans un pays qui est montagneux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grimper jusqu'au col et puis redescendre. C'est la seule façon d'aller d'une vallée à une autre. Vous ne pouvez pas creuser un tunnel sous la montagne. Ou du moins, si vous le faites, ça va vous demander une énergie considérable. Eh bien, pas en physique quantique. En physique quantique, il y a une onde, c'est-à-dire que l'onde, elle oscille ici, mais elle va traverser le puits de potentiel et osciller aussi de l'autre côté si le puits de potentiel n'est pas trop long. Il ne faut pas qu'il soit énorme, hein. Mais s'il est suffisamment étroit, le fait que ça puisse osciller ici fait que l'objet va passer complètement parce qu'il est indivisible. Il est là ou là. Et à partir du moment où il y a une petite probabilité qu'il sera là, il sera là de façon entière et pas en morceaux. Ça, c'est l'indivisibilité de la physique quantique, c'est-à-dire que les objets ne peuvent pas être cassés en petits morceaux parce qu'ils sont intriqués, toujours, toutes les parties sont en contact les unes avec les autres. Donc voilà 5 principes qui, vous voyez, révolutionnent complètement la manière dont on pense les objets, puisque maintenant on a des objets qui peuvent traverser les montagnes, on a des objets qui sont tout le temps connectés, même s'ils sont sur 2 planètes complètement différentes. Il n'y a pas de racisme, c'est-à-dire que tout objet est équivalent à un autre. Le racisme n'existe pas en physique quantique. Il n'y a pas de prison, on ne peut pas emprisonner les gens, c'est pas possible. Et puis, alors ça c'est génial, c'est que à tout moment, si votre vie ne vous plaît pas, vous faites un saut quantique et hop, vous passez dans une autre réalité. Donc vous voyez,
un mode de pensée qui est complètement différent de la pensée classique. Et c'est là où vous voyez le problème qu'on a actuellement, c'est que ce mode de pensée quantique existe depuis 1930. On sait que c'est le seul qui est correct. Tout l'autre mode de pensée, celui du déterminisme, de cause à effet, on sait qu'il n'est pas correct parce que toutes les expériences montrent que ça ne marche pas. Et qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école quand vous êtes petit? Ben, pas la physique quantique, on vous enseigne la physique de Maxwell, de Newton, de Boltzmann, c'est-à-dire des physiques dont on sait qu'elles sont fausses, et après, ben, il va falloir que vous puissiez revenir à cette physique quantique. Il aurait été plus simple qu'on mette cette physique au programme dès le début de la scolarité. Alors peut-être pas en maternelle, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, mais vous voyez que j'ai amené des petits objets, hein, donc on peut expliquer que c'est ce que c'est qu'une vibration avec des ressorts, on peut dire qu'il y a de la couleur. Ben, s'il y a de la couleur, c'est que il y a tous ces 5 principes sont là, c'est pour ça aussi que les objets sont colorés. Voilà, il nous reste maintenant, on peut dire que la première quantification a été un pas énorme. Ça a permis de résoudre plein de problèmes, mais par contre, ce n'est pas un pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y a encore d'autres problèmes qui restent, et c'est toujours comme ça en science. Dès que vous réglez un problème, il y a d'autres problèmes qui apparaissent, et donc il y aura une seconde quantification.